Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle rencontre de Swiss Made Culture consacrée à une des collections particulières suisses les plus importantes. L'année dernière, nous avons eu la chance d'accueillir Sabine Hanloser à la Fondation Opal qui nous a parlé d'une autre collection très connue, la collection Hanloser. Et la Suisse est assez fameuse en Europe pour ses collections particulières, souvent montées, préparées, commencées par des familles bourgeoises ou des familles assez simples parfois. Et l'histoire de Jean Planck est à cet égard tout à fait significative parce que, M. Rodari vous le dira, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très simple et qui a une vie assez compliquée et puis qui a découvert l'art et qui s'est épanoui à travers la peinture. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Madame Turner, qui est la présidente de la Fondation Jean et Suzanne Planck. S'il vous plaît. Bonsoir. Alors tout d'abord, un grand merci à Swiss Made Culture pour cette opportunité et pour le chaleureux accueil qui nous a été réservé. Alors, 3 mots sur la Fondation Planck, qui a pour but de faire rayonner la collection qui a été acquise par Jean Planck à travers d'abord des expositions itinérantes et puis par un dépôt accueilli au cœur d'Aix-en-Provence, à la chapelle des Pénitents Blancs, que je vous invite à aller visiter, bien évidemment, depuis quelque temps. Mais pour faire rayonner cette collection, et puis au-delà, pour pouvoir faire rayonner la personnalité si romanesque de Jean Planck, nous avons également créé l'association des Amis de Jean Planck. Alors, 2 objectifs prioritaires pour l'association. C'est d'une part de produire du contenu de qualité, donc à travers un premier ouvrage qui sera le journal de Jean Planck, qui est en cours dont la rédaction est en cours de finalisation. Et puis la réunion évidemment d'amateurs d'art et l'organisation d'événements, de voyages, de retrouvailles autour des artistes de la collection. Alors sans plus attendre, je passe la parole à Florian, que je remercie en tant que curateur pour son travail et son engagement sans faille, ainsi que notre nouvelle curatrice, Maëlys Favre, qui est dans la salle, que vous pourrez rencontrer après pour son travail infiniment précieux pour la Fondation. Alors voilà, je vous souhaite une excellente conférence et une excellente soirée. Bon, bonsoir. Et je suppose que la plupart d'entre vous connaissez le nom d'Ernst Beiller. Ça me paraît assez obligatoire aujourd'hui, compte tenu de la fondation magnifique qu'il a inaugurée il y a une dizaine d'années et où se développent des expositions de renom international. Ernst Beiller, sa fondation, sa collection, sa galerie a une origine, et cette origine, c'est la rencontre avec un homme dont peu de monde connaît le nom, c'est Jean Planck, ils se sont rencontrés en 1954. L'un avait 44 ans, Jean Planck, et l'autre 34. Et je vais essayer de retracer un peu cette histoire qui participe presque de la légende en ce qui concerne, en tout cas pour Jean Planck, et parce qu'il est une personnalité tout à fait à part et que j'ai eu le bonheur de rencontrer et avec qui j'ai partagé les 10 dernières années de sa vie et ses inquiétudes, ses angoisses devant la nécessité de faire passer sa collection dans le public comme il le souhaitait. Et cette cordée exceptionnelle entre Jean Planck et Beiller, elle n'est pas, je dirais, elle n'est pas immédiatement perceptible dans la mesure où l'un vivait à Bâle, l'autre est né dans le canton de Vaud, que si Ernst Beiller a eu une formation d'histoire de l'art, Jean Planck, lui, absolument pas.
Et Jean Planck me disait, au fond, je ne sais pas si ma collection, dans 50 ans, il me le disait il y a 30 ans, ma collection, et vous voyez de quoi elle est constituée, aura encore une certaine valeur. Mais ce dont je suis fier, c'est de mon destin, c'est de ce que j'ai fait. En étant un garçon né dans un bistrot du canton de Vaud, à Ferrer, dans une famille extrêmement modeste, d'un père qui avait 30 ans de plus que sa mère à l'époque, c'était quand même assez compliqué, qui lui a fait 6 enfants, un père qui était un homme extrêmement original, marginal aussi, révolté contre la société, mais inventeur aussi génial, qui, vous en avez tous l'usage un jour ou l'autre, a inventé le mousqueton. J'ai oublié ça dans ma poche, mais c'est ce petit objet, il était montagnard, et le mousqueton a remplacé les pitons et les nœuds que l'on faisait pour les escaladeurs et les rappeurs. Il a inventé cela, et grâce à cette invention, la famille a pu enfin acheter une petite maison. Pendant quelques années, les choses ont été meilleures, mais Jean Planck a été très mal éduqué. Il était un enfant sauvage, il est né en 1910, en 1916, il est envoyé en pension chez des gens qui le maltraitent. Bref, il n'a pas d'éducation. À la maison, il y a 2 gravures, me disait-il, il y a 2 gravures, une de Boucher, une d'après Fragonard. Et en quelque sorte, il n'a pas la chance de tant de personnes aujourd'hui qui commencent une collection ou qui font de l'histoire de l'art. C'était à l'époque, il n'y avait pas les reproductions non plus en 1914, 15, 16, pendant la guerre, il n'y avait pas les reproductions, donc il n'a pas reçu d'éducation ni universitaire, ni même de lycée. Il a fait l'école de commerce. Et il a fait l'école de commerce entre 16 et 19 ans à Lausanne. Et alors, c'est là que la chose est extraordinaire, c'est que sur le chemin de l'école de commerce, un jour, il aperçoit dans la seule galerie de Lausanne de l'époque, qui était la galerie Paul Vallotton, il voit dans la vitrine un petit tableau, pas très grand, 5 roses. Il trouve ça absolument magnifique. Et il a 19 ans, il n'a pas du tout d'éducation, il n'a pas l'habitude du monde de l'art. Il pousse la porte et il demande au marchand, j'aimerais acheter, qu'est-ce que ça vaut? Alors le monsieur lui dit, écoutez, jeune homme, 8 000 francs. 8 000 francs, vous vous rendez compte, je ne peux pas, moi je suis étudiant à l'école de commerce. Et alors, à ce moment-là, il avise un autre tableau et il voit 3 pommes. Un tableau un peu mal fini, il reste du blanc sur la toile, et il dit, et ça, alors, ça vaut combien ça? 12 000. Mais comment se peut-il que des roses qu'on offre aux femmes soient moins chères que 3 pommes mal terminées? Eh bien, mon garçon, vous venez de découvrir Renoir, 5 roses de Renoir, et 3 pommes de Cézanne. C'est la première aventure de Jean Planck avec la peinture. Il est envoyé à l'âge de 20 ans, donc il termine son école de commerce, c'est la chance qui va lui sourire. Pourtant, c'est pour ça que je vous parle d'un personnage de légende. Il va être envoyé à Bâle. Et à Bâle, il est comptable dans une petite boîte de tuyauterie, où il fait les salaires des ouvriers, mais il a la chance de rencontrer, il s'ennuie beaucoup, il se promène dans Bâle et un jour, il voit ce n'est pas la Baumlangasse, mais c'est une petite rue, c'est la Sprunggasse, je crois, à Bâle, il y avait une galerie qui exposait un tableau dans une vitrine dans son jardin, et
Elle était au troisième étage. Et donc, il voit un tableau, il se dit, ah, ça c'est bien, c'est vraiment très, très, très joli. Il monte au troisième étage, il voit une trentaine de dessins colorés, comme ça. Il s'adresse de nouveau au marchand en lui disant, mais c'est joli, mais moi je fais aussi des gribouillis comme ça. Quel prix ça vaut? Il demande toujours à nouveau le prix. Et le marchand lui dit, écoutez, c'est un grand peintre, il a une salle. Alors, naturellement, le marchand lui dit, c'est 30 000. Alors, Jean Planck dit, mais c'est épouvantable, ça fait 3 ans de salaire, je ne pourrais jamais me payer ça, c'est épouvantable, mais pourquoi c'est si cher, les dessins d'enfants, mes gribouillis ne sont pas si différents de cela. Et, naturellement, vous l'avez compris, le marchand lui dit, mais c'est Paul Klee, un grand peintre, qui se trouve et qui a une salle au musée, au Kunsthaus, au Kunstmuseum de Bâle, et qui est un peintre important. Donc, c'est le génie de ce garçon qui ne sait pas qui est le peintre, qui ne connaît pas le nom ni de Renoir, ni de Cézanne, ni de Klee, et qui se précipite, qui veut connaître et qui veut en même temps acheter. C'est là une particularité, c'est qu'il est attiré par la peinture et en même temps, il a besoin de connaître le prix. À Bâle, il va faire la connaissance de cet homme qui est son contraire absolu. Autant Jean Planck est encore timoré, il n'est pas urbain du tout, il ne sait pas vraiment rire, il est d'une famille protestante où, je vous l'ai dit, les choses ne se passent pas bien du tout pour sa famille, pour les relations familiales, entre son père qui bat sa mère, qui est sans doute très alcoolique, et alors que Walter Schüpper, c'est le rapin, c'est le peintre qui est à Paris, qui s'amuse, qui peint les jolies femmes, mais qui en même temps est à la fois musicien et fréquente les musées, les expositions. Il entraîne Jean Planck non seulement à peindre, à faire de la musique avec lui, mais à découvrir les peintres et les musées. Et Schüpper, j'en parle parce que c'est quelqu'un qui va avoir une importance capitale dans la vie de Jean Planck, dans la mesure où ils vont faire des affaires ensemble. Ces affaires vont être connues ensuite par Bailler, et c'est lui qui le mettra en relation quelques années plus tard avec Bailler. La crise économique de 1933 oblige Jean Planck à revenir dans le canton de Vaud, à s'occuper de ses sœurs qui sont nées après lui, et il commence à travailler comme voyageur de commerce. Il vend des produits pour nourrir les cochons, et il passe de ferme en ferme. Il a une vie assez difficile, et il s'éloigne de la peinture, sauf qu'il retourne de temps à autre à Bâle voir son ami, Walter Schüpper. Et la guerre déclarée, il se trouve un jour à Bâle avec cet ami Walter Schüpper et la mère d'un troisième ami qui faisait partie du groupe des peintres et des amateurs de peinture et de musique, un certain Ernst Schlager, qui a été retenu par la guerre à Bali. Il n'a pas pu rentrer en Suisse, et la mère de ce Schlager était épicière dans Kleinbasen, dans le petit port de Bâle, et recevait le salaire de ce fils qui était retenu à l'étranger, et l'accumulait, et l'argent s'accumulait, et un jour elle dit à ce Walter Schüpper, vous savez, je vais acheter de l'argenterie, parce que j'ai tellement d'argent, et l'argent est en train de se dévaluer, on est en pleine guerre, je crois que je vais acheter de l'argenterie pour éviter que ça se dévalorise. Et Walter Schüpper lui dit, mais il ne faut pas acheter de l'argenterie, il faut acheter des tableaux. Votre fils aime les tableaux, nous. Oui, mais moi je ne connais rien aux tableaux, lui dit-elle. Oui, mais nous, on connaît. Et Jean Planck, lui, il connaît Skira, qui est à Genève, il y va souvent, et il pourrait vous acheter des tableaux. La chose se fait, Jean Planck retourne
à Genève et achète pour cet ami absent à Bali retenu prisonnier, il achète 3 tableaux, un du Fifauve, un Bonnard et un Modigliani. Bien, il les ramène à Bâle et en 44-45, quand ce Ernst Schlager revient, il dit à Jean, mais enfin, de quoi tu te mêles? Tu m'as acheté 3 tableaux, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces tableaux? Alors Jean Planck lui dit, mais écoute, je crois que j'ai bien choisi, tu devrais aller voir le spécialiste, M. Reber, qui est à l'université à Bâle ou au musée, et les faire expertiser. Et effectivement, ce Schlager va les faire expertiser, et le monsieur, il y a des marchands là qui lui disent qu'on aimerait bien les racheter, parce que c'est extraordinaire ce que vous avez entre les mains. Donc Schlager les garde pour lui, il est donc en possession de 3 tableaux, et il dit à Jean Planck, puisque tu m'as trouvé 3 tableaux, recommence, et puis rachète-moi des tableaux. Alors Jean Planck retourne chez Skira et chez Aubergenois, le peintre vaudois, auprès de qui il achète à nouveau 3 tableaux, et quand à la fin de l'été, il les dispose dans la chambre en disant, mais Schlager, je t'ai acheté 3 tableaux de plus. Schlager lui dit, je suis bien embêté, mais j'ai épousé Marguerite, qui était ma fiancée, on a acheté une maison, j'ai plus un radis, je peux pas te les prendre, il faut que tu les ramènes au marchand. Alors, Jean Planck et Walter Schulp essayent de les vendre à Bâle, ils n'y parviennent pas. À ce moment-là, Jean Planck décide de retourner à Genève, les redonner à Skira. Il se trompe de train. Au lieu de prendre le train pour Genève, il prend le train pour Zurich. À l'époque, il y a 3 heures d'attente. Et pour calmer son attente, il se balade avec ses 3 tableaux sous le bras à la Bahnhofstrasse. Là, avec ses sacs. Et il avise à ce moment-là Galerie Tanner. Galerie Tanner, donc il se dit, je vais essayer. Il monte, il a son Renoir, son Aubergenois et un 3e tableau dont il ne se souvenait plus du nom. Et le monsieur qui est âgé, qui est au fond de la galerie, sous la lampe, lui dit, qui êtes-vous, mon garçon? Planck lui dit, j'ai 3 tableaux à vendre. Qui êtes-vous pour me proposer 3 tableaux à vendre comme ça? Comment vous les avez eus? Ah ben c'est très compliqué, vous savez, je m'amuse avec mes amis, je leur achète des tableaux, etc. Montrez-moi ces tableaux. Mais dites-moi qui vous êtes. Mais mon nom ne vous dirait rien parce que je fais ça tout à fait pour mes amis, en amateur. Mais donnez-moi comment votre nom. Et il dit, je suis Jean Planck. Jean Planck? Mais vous savez, votre ami, quand il est allé montrer les 3 tableaux à M. Reber au musée de Bâle, j'étais là, j'ai voulu les racheter. Donc vous avez acheté ces 3 tableaux, maintenant vous avez de nouveaux 3 tableaux. Mais c'est formidable, vous êtes tellement génial que je vous engage. Et il l'a engagé immédiatement. Il lui a acheté ces 3 tableaux. Et pour la première fois, Jean Planck a gagné de l'argent avec une vente de tableaux. Et il a commencé à travailler pour la galerie Tanner quelques années à Paris en rabattant des tableaux. La guerre, comme Jean Planck avait commencé à gagner un peu d'argent, il a décidé alors en même temps, il a gagné de l'argent, et en même temps, sa confession, ses habitudes, son mode de vie, sa mère gagnant très très peu d'argent, quand il est rentré de Zurich avec son argent dans la poche, il avait 6 000 francs en poche, il avait gagné de l'argent en 3 minutes, puisque M. Tanner lui avait acheté ses tableaux, il a dit « j'ai honte de faire du commerce avec les tableaux, j'ai gagné davantage d'argent en 3 minutes que ma mère en une année, et donc il a décidé que c'était un métier, c'était comme vendre son âme, et qu'il avait perdu son âme en vendant ces 2 tableaux. De telle sorte qu'il a décidé à ce moment-là de devenir peintre, car il essayait
a toujours essayé de peindre. Et il est parti à Aix-en-Provence, sur les traces de Cézanne, pour essayer d'acquérir une... c'est devenu son seul désir, c'était de devenir peintre, de réapprendre à peindre sur les traces de Cézanne. Et donc il est parti, il a trouvé un cabanon sans eau ni électricité au pied de la montagne Sainte-Victoire, et là il y a passé 4 ans. Il avait... sa vie est tellement complexe, tellement mêlée, il avait entre-temps inventé un produit qui a permis aux grandes industries alimentaires pour animaux d'améliorer, avec des chimistes, avec le directeur de Lactaland, qui étaient les laiteries réunies de l'époque, ils ont réussi à mettre au point un produit qui améliorait non pas la qualité de la viande des cochons. Donc il est devenu riche à un certain moment parce que son invention, il touchait des royalties sur chaque sac de 100 kilos. Donc il a quitté tout métier et il s'est réfugié au pied de la Sainte-Victoire. Et il est revenu à Paris en 1953. Et en 1953, ce gagne-pain, ce revenu qu'il avait régulièrement tombe parce que l'invention tombe dans le domaine public. Il est privé de revenus et donc il doit chercher un travail. Et c'est à ce moment-là qu'il revient vers notre ami Walter Schupf, qu'on a vu là tout à l'heure. Il revient vers lui et Walter Schupf lui dit ce jour-là, oui, écoute, pourquoi on ne demanderait pas au petit Bailler, qui a repris la galerie Schloss, qui était la galerie du château, qui était une galerie où on vendait des gravures, et il a repris la direction de cette galerie, et il fait des expositions, et on parle souvent de toi avec lui, parce que je lui ai raconté des histoires avec Schlager, avec les tableaux qu'il a vendus, et avec Aubergenois, toutes tes découvertes sur la peinture. Je lui en parle et ça l'intéresse. Pourquoi on n'irait pas le voir? Ils sont descendus auprès de Bailler, qui avait quand même 10 ans ou 20 ans de moins que Walter Schupf, et ils ont commencé à discuter. Et Bailler dit, moi j'aimerais bien, j'ai entendu parler de vos exploits autour de la peinture, vos choix. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Vous habitez un peu Paris, alors est-ce que vous seriez d'accord de travailler pour moi? Et alors Jean Planck dit, oui. Vous savez, Bailler, je ne sais pas très bien ce qu'on pourrait faire ensemble, parce que les tableaux que vous avez au mur, moi j'aurais rien choisi de tout ça, hein, c'est pas très bon. Hein. Et le garçon, il avait 10 ans de moins. Alors Bailler lui dit, mais c'est bien pour ça que je fais appel à vous, c'est parce que vous avez un œil, vous pourriez m'aider, vous êtes à Paris, vous parlez bien le français, moi je ne sais pas très bien parler, et puis on pourrait faire affaire. Alors j'en dis, écoutez, pourquoi pas, parce que moi je cherche vraiment du travail. Eh ben, on se voit en novembre. Moi je viens à Paris, dit Bailler, on se voit en novembre. Novembre passe, décembre passe, janvier arrive, et puis tout à coup, Planck rencontre Bailler tout à fait descendant du bus à la rue de la Paix, et lui dit Bailler, ah, j'allais justement vous appeler, mais bien écoutez, là je suis là une semaine, pourquoi on ne ferait pas les galeries ensemble? Et Jean Planck a donc emmené pendant une semaine Ernst Bailler, et lui a montré ce qu'il aurait choisi, ce qu'il trouvait intéressant d'acheter. Et ça se passe, et Bailler lui dit, ben, voilà, on se voit demain après-midi, je repars à la gare de l'Est, je reprends le train, on ira boire un café, on parlera. Alors Jean Planck y va, et il voit son ami Bailler, qui lui dit, Planck, oui. Voilà. 5%, ça vous va? Planck dit, mais quoi? Mais j'ai acheté. Le petit douanier Rousseau que vous m'avez montré, ben, je l'ai acheté. Et puis le Delaunay, là, le Sonia, c'est un merveilleux petit tableau, j'ai acheté, donc ça fait le total. Je vous donne 5%. Vous êtes d'accord? On continue comme ça?
Planck qui cherchait de l'argent et un travail, il a dit immédiatement oui. Et ils ont commencé cette collaboration ensemble. Et ça a été un moment paradisiaque pour Jean Planck, parce qu'il n'avait pas d'argent, mais il pouvait faire une collection qui se défaisait à Bâle. Et je crois que là, il a eu la reconnaissance. Il disait que Bailler avait transformé sa vie, parce qu'au fond, lui qui était peintre, mais mauvais peintre, ou se considérait comme mauvais peintre, tout à coup, il a complètement arrêté son activité pour ne se consacrer qu'à cela. C'est-à-dire à aller chez les collectionneurs, chez les marchands, chez les artistes, essayer de trouver des tableaux que Bâle pouvait revendre. C'était une période, en 54-55, où le marché repartait après des années de guerre et où la collaboration entre Jean Planck et Bailler a été tout à fait formidable. C'est le dessin de Walter Schüpfre, les premiers vœux après la première année de collaboration entre Bailler et Planck. Et comme vous le voyez, Planck est au volant et ils reviennent de Paris et Bailler retient la masse de tableaux qu'ils ont achetés. Ça a été une période extraordinaire où Jean Planck choisissait les tableaux et les envoyait à Bâle, et Bâle les revendait. Et le conseil que Jean Planck a donné à Bailler, c'est dire, Bailler, il ne faut pas prendre des petits tableaux, il faut prendre des tableaux chers, des tableaux solides, pour que vous puissiez les revendre chers et à des collectionneurs solides. Et c'est ainsi que, peu à peu, la galerie est devenue, en tout cas sur le marché parisien, l'une des galeries les plus réputées. On disait, il y a Planck qui arrive, on va sortir les grands tableaux, et même certains de ces marchands disaient, on attend que Planck passe et qu'il s'arrête devant un tableau, et s'il s'arrête longtemps, puisqu'il avait un regard, il se plongeait dans ces tableaux. Je vous citerai ses déclarations à propos de la peinture. Il était possédé par la peinture. Et alors les gens disaient, il s'est arrêté assez longtemps, on peut remonter le prix. Et il a eu cette déclaration magnifique. Il a dit, j'ai mieux aimé les tableaux que la vie. C'est vrai que sa pauvre Suzanne n'a pas été gâtée. Ma vie égale tableau, le tableau s'impose à moi avec brutalité dans sa totalité, et je pressens le mystère, l'immédiate préhension, chose émotionnelle, possession de tout mon être. Je suis en eux et eux en moi. Tableau. Comme déclaration d'amour, c'est quand même assez frappant. Donc cette collaboration a duré pendant 20 ans avec Ernst Bailler. Je vous parlerai des rencontres importantes. Ce que je voudrais essayer de vous faire ressentir, c'est quelle est la raison de cette qualité de regard que Jean Planck, et pourquoi, quels sont les mystères de cette fascination qu'il avait, et cette possession, comme il le dit, à l'égard de la peinture. Et qu'est-ce qui lui permettait, en quelque sorte, de choisir et de retenir le tableau. Sa propre collection, qu'il a commencé à faire à la faveur des commissions qu'il touchait lors des achats de tableaux, non pas des reventes, des achats à 5% à l'achat, alors que le principe c'est 10% à la revente pour un courtier. Mais il a accepté toute sa vie parce qu'il était tellement heureux. Je crois qu'il y a deux raisons à la qualité de ce regard exceptionnel, sans éducation, spontané, en quelque sorte autodidacte. C'est d'une part le fait, son éducation protestante lui disait, si j'achète un tableau, il faut que ça me nourrisse. Et il faut que ça me nourrisse toute ma vie, et il faut que ça me nourrisse comme un champ de pommes de terre nourrit un paysan. Il avait une éducation de paysan, d'homme simple, et il disait, je crois que c'est très, très important. Et puis un des seconds critères, c'est qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, donc il fallait qu'il focalise sur un tableau qui vraiment lui parlait, mais aussi, et je crois que c'est très important, c'est que Jean Planck a toujours peint, depuis son enfance, discrètement, mal,
Et il ne comprenait pas pourquoi lui n'y arrivait pas, et que les peintres y arrivaient. Devant un Léger, devant un Picasso, devant un Braque, il disait, mais c'est quand même fou, ils y arrivent. Puis c'est pas très rassurant quand même, ces tableaux où les choses sont déformées, c'est pas comme un beau tableau de Raphaël, mais il y a quelque chose que je sens, que je ressens, et j'y arrive pas. Donc il a fait une collection des tableaux qu'il aurait souhaité peindre, en quelque sorte. Et comme je vous l'ai dit au début, ces rencontres, c'est chaque fois devant un tableau sans qu'il sache le nom de l'auteur de la toile ou du dessin. Notamment, et c'est l'un des apports essentiels qu'il a apporté à la galerie Weiler, c'est Dubuffet. Dubuffet, il l'a découvert en 1947, à la place Vendôme, dans une galerie. Il voit un portrait de Charles-Albert Saint-Gréat, qui est un écrivain qu'il avait lui-même connu en Suisse, et il voit, mais ça ressemble à Charles-Albert, mais c'est une honte de pouvoir dessiner aussi violemment le portrait d'un homme, un homme si intelligent, si brillant, mais c'est une caricature, c'est violent. Alors, bon, il est fâché contre le peintre, mais il dit c'est quand même fort, puis il revient le lendemain. Il revient, puis il regarde, et il essaye de comprendre quel est le secret de ce peintre. Et c'est ainsi qu'il conseillera à Ernst Weiler d'acheter Jean Dubuffet dès leur première rencontre, donc c'est 54-55. Jean Planck se précipite chez un marchand, il achète 20 dessins d'un coup qu'il envoie à Bâle. Et Weiler lui dit, mais écoutez, moi je vous aime bien Jean, mais enfin, 20 dessins de Dubuffet, c'est des caricatures, j'ai pas de clientèle pour ça, il faut défaire ce marché et rapporter les dessins chez le marchand chez qui vous l'avez acheté. Ce que Planck fait, un peu désespéré, mais il dit à Weiler, vous savez, Weiler, Dubuffet, il est vendu plus cher en France qu'aux États-Unis. Vous allez aux États-Unis la semaine prochaine, regardez, et pourquoi pas, vous devriez acheter, il y a des tableaux vraiment bien. Ce que fait Weiler, sur le conseil, il revient avec des tableaux achetés aux États-Unis moins chers que sur le marché parisien. À ce moment-là, Dubuffet leur téléphone en disant, mais j'aimerais bien vous rencontrer quand même, vous êtes drôle de coco, là, les Suisses, parce que vous m'achetez 20 dessins dans une galerie, puis vous les rapportez une semaine après, puis ensuite vous allez aux États-Unis acheter des tableaux, alors que vous pourriez les trouver en France. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Et ils font la rencontre avec Jean Dubuffet. Et cette rencontre sera décisive et capitale dans la vie de Jean Planck et dans la vie de la galerie Weiler, parce que c'est le moment où l'œuvre de Dubuffet se transforme. Dubuffet avait de grands collectionneurs jusque dans les années 61-62, de grandes collections, et l'immatériologie, toutes sortes de paysages abstraits mais très, très vivants, et il avait une clientèle. Or, il commence à partir de 62-63 à passer à ce qu'on va appeler l'ourloupe, ce qu'il appellera plus tard l'ourloupe, et le marché, les collectionneurs sont très décontenancés par cette nouvelle manière et revendent l'œuvre de Dubuffet en pensant qu'il est malade ou qu'il est... Et Jean Planck va soutenir cette œuvre contre vents et marées en prouvant à Weiler qu'il faut continuer à acheter. Et Madame Weiler disait à Jean Planck, arrêtez, vous allez nous ruiner. Or, dans la galerie, plus de 800 tableaux et dessins de Dubuffet ont passé. Et à l'époque, je peux vous dire que ce qui était à 1000 francs à l'achat, c'est aujourd'hui 100 000. Et donc, aujourd'hui encore, la galerie Weiler vit ou a vécu longtemps sur la vente de Dubuffet, découvert par Jean Planck, qui est devenu un ami, un conseiller de Dubuffet, qui lui disait, Jean, les deux s'appelaient Jean, mais Jean, venez dimanche, venez me voir, parce que j'ai fait un certain nombre de tableaux. C'est pas inintéressant, mais j'aimerais que vous me donniez votre avis.
Alors il les étalait dans l'atelier et il disait, alors Jean, qu'est-ce que vous pensez? Alors, pas mal. Alors le buffet le mettait de côté et le mettait dans sa collection personnelle pour le revendre. Donc vous voyez la confiance qui s'était établie entre un homme timide, peu bavard, mais passionné par la peinture et qui savait la lire, au point que l'artiste lui-même avait besoin de s'appuyer sur son conseil. Et il y a eu une brouille avec Dubuffet, mais qui n'a pas eu une brouille avec Dubuffet? Tous ceux qui ont collaboré avec lui se sont fâchés un jour, mais ils se sont réconciliés en 1900, après 10 ans de séparation qui a beaucoup affecté Jean Planck. Mais je vous lis la lettre que Jean Dubuffet a écrite à Jean Planck au moment de leur réconciliation. Oui, parce que Jean Planck doutait toujours de ce qu'il était, de ses qualités, et Jean Dubuffet lui écrit la chose suivante. Parmi les nombreux qui donnent la comédie ou qui se donnent à eux-mêmes la comédie de porter affection aux productions d'art, il n'en est certes que bien peu qui les ressentent si fortement que vous le faites, pour qui elles soient si essentiel aliment et qui les tiennent en si haute considération. Ils sont pour moi d'un plus haut prix que quoi que ce soit. C'est dommage, hein. Alors, ça c'est Jean Dubuffet, mais il va y avoir un autre exploit. C'est, voilà, Jean Planck va l'air dans la galerie, à Bâle. La galerie a pris de l'ampleur. Elle commence à être internationalement connue. Et vous voyez la collaboration entre ces deux hommes. Je trouve cette photo assez étonnante. Moi, j'appelle ça le loup et l'agneau, mais c'est vrai qu'il y a eu, entre la qualité commerciale de Bailler, qui a eu le courage de foncer, de demander aux banques de soutenir les achats importants, et la douceur de cet homme passionné par la peinture, il y avait une amitié absolument magnifique, parce que même s'ils se sont brouillés, je vous raconterai après, un peu plus tard, la raison de cette brouille, ils sont restés amis jusqu'à la fin. Et en 1995, lors de l'exposition Cézanne au Grand Palais, j'avais obtenu pour eux qu'on puisse aller visiter ensemble la collection un mardi matin, c'est-à-dire seul avec les ministres et les gens importants. Et ils sont partis, ils nous ont lâchés, et on les entendait crier dans les salles. Mais Bailler, pourquoi on n'a pas acheté à ce moment-là? Et puis vous l'avez revendu. Mais, oh, et une sorte de passion partagée pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Et je pense que c'est vraiment ça arrive plus qu'on ne le croit, cette relation entre un marchand qui est très connu et quelqu'un qui le conseille, ce que j'appelle les hommes de l'ombre. Notamment, Macht a eu un conseiller qui était M. Clayeux, qui avait la relation avec les artistes, parce que le marchand a plutôt la relation avec le client, mais il faut quelqu'un qui rassure les artistes, qui suive leurs caprices, les impatiences, les attentes. Et donc, Jean Planck jouait ce rôle de l'homme de l'ombre. Il y a un échange entre un service rendu, puisque Planck, moi j'ai épousé sa nièce et qui vivait à Paris à ce moment-là, elle me disait, mais il y avait jusqu'à 40 tableaux qui arrivaient dans la cuisine par jour, parce que Planck était connu par tous les courtiers, par tous les collectionneurs, et donc on lui apportait, on disait, mais ça ne peut pas intéresser Bailler, etc. Donc il les prenait, et les tableaux circulaient entre Paris et Bâle d'une manière tout à fait impossible, et qui serait totalement impossible aujourd'hui. Là, naturellement, la rencontre, ça c'est une très jolie
petit tempéra sur carton de Vallotton que Bailler a offert à Planck. Il y a eu des échanges comme ça, Bailler lui a donné un certain nombre d'œuvres, et ça c'est une très jolie histoire parce que c'était une vente à Ouchy, dans le canton de Vaud, enfin en dessous de Lausanne, une vente d'une collection, je ne sais pas si c'était pas Mermot, mais j'ai un peu oublié, et Planck dit, oh, ce petit Vallotton c'est une merveille, il faudrait l'acheter. Bailler dit, écoutez, bon, c'est pas ça que je vis, c'est pas ça. Et on l'appelle à ce moment-là au téléphone. On l'appelle au téléphone et Bailler va répondre. Il n'y avait pas de portable, hein, et là, il est dans une petite salle. Et il revient, il dit, il est parti, le Vallotton. Non, c'est le prochain numéro. Alors je vous l'offre. Donc, oh, ben ça c'est gentil. Ça, c'est vraiment un beau tableau, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi? On a vendu la table rose de Matisse au MoMA de New York. Donc voilà, c'est une collaboration affectueuse et alors qui a aussi ses revers. Ça c'est un tableau de Giacometti, le seul tableau de Giacometti que possédait Jean Planck, et il l'a perdu. Il l'a perdu, vraiment perdu. Un jour où Bailler lui a dit, écoutez, je suis en affaire avec Monsieur Thompson, David Thompson, qui avait une collection de Paul Klee très très importante. Et il m'a demandé s'il pourrait venir voir votre collection. Et Jean Planck lui dit, il peut venir voir, mais vous savez qu'ici, rien n'est à vendre. Moi, je ne vends pas. Vous vendez, moi, je ne vends pas. Il est exclu qu'il m'achète quelque chose. Et Thompson était un homme américain, texan, voilà, qui avait des décisions extrêmement brutales. Il était en train de refaire sa collection en collectionnant Giacometti et Tapies, et il voit le Tapies et le Giacometti qui étaient dans la cuisine, dans le salon, dans la soupente de Jean Planck, qui vivait toujours très modestement. Il voit ce tableau et il dit, je le veux. Planck lui dit, mais monsieur, c'est impossible ici, vous savez, je vous l'ai dit. Bailler dit, écoutez, il va nous vendre une collection entière de clés, et là, vous ne pouvez pas me faire ça, Giacometti, on le retrouvera, on en retrouvera en vente, et Planck a dû céder, et à la fin de sa vie, il en pleurait encore, car c'était un tableau qu'il adorait, et qui en plus a repassé 10 ans plus tard, parce que M. Thompson l'a revendu, étant donné qu'il a décidé de revendre toute sa collection de Giacometti 10 ans plus tard, et que Planck n'a pas pu acheter, parce qu'il avait pris l'ascenseur, et que c'était impossible d'y toucher. Alors voilà, à la fois Vallotton offert lors d'une bonne vente et par Bailler, et puis de temps à autre, des chagrins comme celui-ci, qui a beaucoup affecté Jean Planck. Mais le grand cadeau, le grand échange entre Jean Planck et Bailler, c'est naturellement l'arrivée de Picasso à la galerie. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de la manière suivante. La galerie Bailler reçoit de M. Prégère, qui s'occupait de Picasso et notamment de ses métaux, reçoit un téléphone qui dit, voilà, Picasso a vu dans votre dernier catalogue un portrait de Madame Cézanne, c'est un tableau qu'il voudrait acheter, il a essayé de l'acheter en 1911 chez Vollard, il n'avait pas l'argent, il n'a pas pu, il l'a vu dans votre catalogue, il est émerveillé, est-ce que vous pourriez le lui montrer? Alors, Bailler téléphone à Planck, qui est à Paris, il lui dit, Planck, je vous envoie le Cézanne, vous allez pouvoir aller le présenter à votre héros, parce que faut bien dire que Picasso, c'était quelqu'un que déjà à ce moment-là, Planck portait très très haut dans ses amours de la peinture, et dans cette interrogation de la peinture, parce qu'il avait vu des Picasso qui ne se comprenaient pas, mais en même temps qui le fascinaient par leur force, par leur langage. Et donc il reçoit le tableau à Paris et il part à Nice, et en avion avec le tableau sous le bras. Et il arrive à l'aéroport, et le monsieur Prégère lui dit, alors ma commission c'est bien prévu, hein, parce que c'est un tableau, vous savez, Picasso il va l'acheter. Planck lui dit, monsieur Prégère, je vais vous dire une chose. Si Picasso est
comme je pense que Picasso est, il n'achètera pas ce tableau. Comment? Pourquoi? Ah, ça je vous dis pas, mais je vous dis que si Picasso est comme je pense que Picasso est, il n'achètera pas ce tableau. Il répète 2 fois la chose dans le taxi qui l'amène à la Californie. Ils arrivent à la Californie, Picasso se précipite sur le paquet, essaye de défaire le nœud de la ficelle. Il n'y avait pas de transporteur avec une caisse avec des milliers de précautions comme aujourd'hui. Et Planck sort son couteau suisse pour couper la ficelle. Picasso dit on ne coupe jamais une ficelle, c'est la mort, c'est couper le fil de la vie, etc. Et ils ouvrent c'est l'instant même de l'ouverture de ce tableau représentant le Cézanne, Madame Cézanne, et l'effarement de Picasso qui dit mais qu'est-ce que vous avez fait à ce tableau? Mais vous êtes fou, vous êtes fou, vous êtes fou. Et Planck lui dit mais oui, mais monsieur Picasso, on a fait exactement la même erreur que vous. Ce tableau était dans un catalogue à Amsterdam. On l'a acheté sur catalogue. Quand on l'a reçu, on s'est aperçu qu'il était complètement plat. Il avait été restauré par un mauvais restaurateur, qu'il avait passé au fer à repasser. Et il était devenu complètement lisse. Et tout ce qui faisait la beauté de ce tableau s'était écrasé. Ça se faisait à l'époque. Je l'ai vu, ce tableau. Il est complètement lisse, alors que chez Cézanne, la pâte est toujours extrêmement vivante. Et donc, ils ont parlé pendant 3 heures, Picasso et Planck, sur les femmes de ménage, les poussettes, les tableaux, c'est le pire danger, la façon, les restaurateurs, c'est le second danger, et de la peinture en général. Et à la fin de cette première rencontre, c'est le jour de l'anniversaire des 50 ans de Jean Planck, c'est le 5 juillet 1960, Picasso lui dit « Vous pouvez revenir quand vous voulez ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. En 1960, Picasso était pourchassé par Paris Match et il n'acceptait que plus que ses amis. Chez lui, tout à coup, cet homme l'a absolument fasciné par ce qu'il disait sur la peinture, ce qu'il lui expliquait de son amour de la peinture, de ses interrogations. Et ce dialogue a duré donc 3 heures. Planck est parti et Préger, qui avait espéré sa commission, mais il en était perdu, il a quand même eu l'intelligence de répéter à Picasso ce que Planck lui avait dit dans le taxi: si Picasso est Picasso, il n'achètera pas ce tableau. Ça a beaucoup plu. Et donc, c'est Jacqueline qui a pris la photo, a envoyé cette photo à Jean Planck. Et ça a noué une relation entre ces 2 hommes qui va servir 5 ans plus tard, en 1965, à la galerie d'une manière extraordinaire, dans la mesure où la galerie Beyeler avait décidé de fêter les 85 ans de Picasso. Et ils avaient réuni des têtes de femmes de toutes les époques, des têtes de femmes. Et ils ont écrit à Picasso en disant écoutez, Picasso, il nous manque des tableaux des années de guerre, 39, 44, 45. Est-ce que vous nous prêteriez? Oh oui, volontiers. Ouais. Et puis, le temps passe, il ne répond pas, et on le relance, il ne répond pas. Et Beyeler dit, écoutez, Planck, allez le voir, allez le voir, allez le voir. Et Planck y va, et lui montre les photographies de cette exposition préparée pour les 85 ans sur les têtes de femmes. Et Picasso dit, mais vous avez emprunté. Ah, mais on n'a pas emprunté, monsieur Picasso, on a tout acheté. On veut faire une exposition vente extra. Ah bon, Beyeler est là? Non, il n'est pas là, il est là-bas. Bah, faites-le venir. Beyeler prend l'avion, il arrive à Nice, et il se retrouve le lendemain, Beyeler, Planck et Picasso. Et Picasso dit, voilà, ben, monsieur Beyeler, j'aime beaucoup vos catalogues, ils sont très 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 beaux, vraiment je les regarde et je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites. Alors voilà, puis j'aime bien un plan que je vous ai préparé 25 tableaux. Vous savez que Picasso n'a jamais quitté son marchand. Ça a été Karl Beyeler, ensuite ça a été des enfants, les Ries, et il avait un seul marchand. Il a toujours eu Rosenberg avant, mais il était d'une fidélité absolue. Alors que
Et Bailey a dit, je ne vais pas pouvoir acheter. Je ne vais pas pouvoir acheter. Voilà. Planck lui dit, vous achetez tout. Vous achetez tout. Les 25, vous les revendrez. Et quand ils sont venus, ils avaient mis de côté, il y en avait 50, ils pouvaient choisir 25, il y en avait 50. Et Picasso a dit, bah, c'est bien, les 25 c'est bon pour vous. Mais monsieur Bailey, vous savez pourquoi je fais ça? Hein? Parce que je l'aime bien, lui. Donc ça, c'était un des grands moments de Jean Planck qui a raconté ça toute sa vie ensuite. Voilà, cette confiance qu'il avait obtenue d'un artiste comme Picasso qui se méfiait malgré tout de beaucoup de monde. Mais là, il avait un interlocuteur, il avait quelqu'un il y a eu une autre histoire extraordinaire que Jean Planck racontait aussi. C'est un jour, Picasso l'appelle en lui disant, Planck, j'aimerais bien vous voir parce que j'ai des questions à vous poser, j'ai des tableaux à vous montrer. Planck descend, il arrive, c'était à Notre-Dame-de-Vie, et là, sur la terrasse, Picasso avait préparé une vingtaine de tableaux. Alors il dit, Planck, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez de ces tableaux-là. Et Planck dit, merde, il n'y en a pas un bon, mais qu'est-ce que je peux lui dire? C'est vraiment pas bon, c'est pas bon. Et il réfléchit, puis tout à coup, il lui vient ce mot extraordinaire. Picasso, il y a une absence dans ces tableaux. Et Picasso le prend dans ses bras en lui disant, vous avez raison, Planck, j'y étais pas, c'était 3 jours avant mon opération, et il faut que je les détruise. Et vous voyez cette espèce de relation qui n'est plus une relation entre un marchand et un artiste, mais entre 2 artistes, et ce qu'était, je crois, finalement, Jean Planck. Voilà, l'essentiel du travail. Voilà, alors, à la faveur de cette relation formidable qu'il avait, mais il n'avait pas seulement avec Picasso, il l'avait aussi avec le marchand de Picasso, qui était Louis Léris. Il a beaucoup conseillé Picasso au moment de la crise de Suez. La galerie voulait baisser les prix. Planck a dit, il ne faut jamais baisser les prix, il faut tenir, ça passera. Ne bradez pas les tableaux, c'est de la folie. Ce qu'il faisait aussi avec Jean Planck. Et la galerie Léris lui a proposé plusieurs fois de choisir, au moment où les tableaux arrivaient de l'atelier de Picasso, à la galerie, venez, vous pouvez avoir le premier choix et je vous permets de l'acheter au prix marchand. C'est ainsi qu'il s'est acquis cette collection extraordinaire. C'est à la faveur de ces relations avec les galeries, avec les artistes. Et il y a quand même dans cette collection de ces garçons qui vendaient des salades sur les marchés à Lausanne et à Renan, et qui vivaient pieds nus dans les vignes en grappillant, il a 16 Picasso et il a 16 Dubuffet, et il a une collection tout à fait stupéfiante pour quelqu'un qui n'était pas appelé, au fond, voilà, ça c'est une photo sympathique, c'est une photo, vous voyez Bailey, Planck et le pasteur Hassler qui disait à Bailey, ne perdez pas votre âme, vous savez, il y a d'autres choses que l'argent, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup conseillé Bailey, mais au dos de la photo, je crois que Bailey a écrit, voyez Planck, vous avez la place du roi. Donc, ça aussi, c'est une des très belles toiles que Planck a pu acheter à la galerie, justement après la crise de Suez, où il avait donné ses bons conseils à la galerie. Et ça, c'est un des derniers pastels qu'il ait acheté. Et il a beaucoup défendu Jacqueline Picasso. On a beaucoup reproché à Jacqueline Picasso de faire barrage. Mais Jacqueline n'exécutait que le désir de Picasso qui voulait travailler. C'était ce qu'admirait d'ailleurs
autant chez Picasso que chez Buffet, c'était des travailleurs, c'était des gens qui passaient leur temps à se mettre en question, à continuer à travailler, quoi qu'il en soit, et à se renouveler. C'est le génie de Picasso. Et donc, en hommage à Jacqueline, il a acheté, après la mort de Picasso et de Jacqueline elle-même, en disant c'est elle, elle se repose après une journée, parce qu'elle faisait tout dans la maison. Alors ça, c'est un autre tableau, c'est Monet. Si Monet, on l'a dans la collection, et c'est aussi une aventure assez extraordinaire. C'est Michel Monet, le fils de Claude, a hérité naturellement de l'atelier et des tableaux qui étaient restés. Il est assez sceptique, il était tout à fait sceptique à l'égard de la dernière période de Monet. Et Jean Planck lui a dit, c'est la meilleure partie, enfin c'est pas la meilleure partie, mais c'est la partie la plus audacieuse, c'est elle qui ouvre sur l'art moderne, au moment où les grands nymphéas, toute l'école américaine s'en est inspirée, et vous devez conserver ça, et vous devez faire un musée. Mais non, en tout cas, je ne donnerai jamais à l'État. L'État était odieux avec mon père. Je ne donnerai pas. Et finalement, il a créé le musée Marmottan. Et sur le conseil de Jean Planck aussi, et d'autres. Et quelques années après la création de ce fonds Marmottan, Claude Monet a appelé Jean Planck et, au téléphone. Il lui a dit: Jean Planck, j'aimerais bien vous voir. J'ai quelque chose à vous donner. Et Jean Planck est monté... je ne sais plus où c'était, si c'était à Giverny ou ailleurs, tu devrais peut-être le savoir, Michel. Bon, il va voir Michel Monet, et Michel Monet lui dit: écoutez Jean, vous avez été tellement formidable pour mon père, et aussi pour ma mère, parce que vous m'avez conseillé un médecin qui a bien soigné ma mère, etc., que je vous ai préparé 2 tableaux. Et donc Planck est reparti avec mon Colsace de Monet et un tableau de Gloucester Street, de Leicester, qui est un tableau de la fin du siècle, 1890, 2 tableaux. Il est reparti au métro avec ces 2 tableaux. Bonnard, c'est encore une très jolie aventure chez Jean Planck. Il avait une passion pour Bonnard. Et c'est un tableau qui lui est arrivé à la suite de tractations innombrables. Bailler avait un client allemand qui lui demandait un Bonnard jaune. Et Planck a trouvé un jour, dans une collection privée, ce Bonnard jaune, en pensant que ça pourrait permettre de satisfaire ce client qui venait à la galerie Bailler régulièrement. Et donc le monsieur est venu, Bailler lui a montré le tableau, le monsieur a dit: ah, il est beau, il est beau, il est beau, il faut que j'en parle à ma femme. Alors, il est revenu un mois plus tard, madame est venue, ils ont regardé le tableau. Ah, il est beau, il est beau, il est spécial, mais il est vraiment beau. Il faut qu'on en parle à notre fille. Donc, ils sont revenus les 3 encore un mois plus tard. Et finalement, ils ne l'ont pas pris. Or, la galerie l'avait acheté. Bailler était furieux contre Jean Planck et il a dit: voyez, Planck, il ne faut pas acheter tant qu'on n'a pas le client. Alors Planck, un peu honteux, lui dit: écoutez, j'ai combien sur mon compte? Alors ben, on a vendu, là, je vous dois un petit peu d'argent, donc bon, ben, je le rachète. Voilà, c'est comme ça qu'il l'a racheté. Alors, à propos de cette relation pécuniaire entre Jean Planck et amicale entre Jean Planck et Bailler, je veux rappeler ceci: à la suite de cet exploit qui a fait un retentissement fou dans le milieu des galeries, d'avoir obtenu de Picasso 25 tableaux directement pour la vente, des grands marchands sont venus près de Planck en disant: Monsieur Planck, nous savons que M. Bailler, vous avez une très bonne relation avec lui, mais M. Bailler, nous le savons aussi, vous donne 5% à la revente, à l'achat des tableaux.
Notre pratique, nous, c'est de donner à la revente du tableau et 10% en principe. Et puis avec vous, si vous nous trouviez des ouvertures comme celles que vous avez trouvées avec Picasso, on pourrait aller plus loin, on pourrait à 15, 20, selon les cas. Alors, Planck était à ce moment-là assis à la table avec sa femme, qui était une modeste modiste. Hein, c'était une personne d'une modestie absolue et d'une simplicité extrême. Mais ils étaient chez les Wittgenstein, gants blancs, les chaises étaient poussées, ils ne savaient pas très bien comment se comporter. Mais alors il se tourne vers Suzanne et il lui dit Suzanne, je le dis? Oui, tu peux le dire. Voilà, monsieur Wittgenstein. Weiler m'a mis le pied à l'étrier. Grâce à lui, j'ai vécu une vie absolument magnifique. Alors je suis d'accord pour les 20%, mais on partage avec Weiler. Voilà. C'est Jean Planck. C'est Jean Planck, c'est un personnage à part, je crois, qui était peintre. Donc voilà, ça c'était les dernières années. Il peignait sans arrêt. D'après ses dents, voilà, la difficulté d'un homme comme Planck, c'est qu'il avait tout le temps quelqu'un sur l'épaule. Quand c'était pas Klee, c'était du Buffet. Quand c'était pas du Buffet, c'était Giacometti. Quand c'était pas Giacometti, c'était Cézanne. Il avait des modèles. Et il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Donc, vous le voyez, il y a d'après Cézanne, des paysages. Ça, c'est sa période cézannienne, mais il y a eu il aimait beaucoup Tobet, il aimait beaucoup certains Espagnols aussi. Et donc, il peignait toujours d'après. Mais il n'arrêtait pas. Mais en même temps, il me disait, quand il s'est présenté à Jacqueline Poré-Forel, qui habitait la même ville que lui à Morges, Jacqueline Poré-Forel, c'est le médecin qui a conduit et accompagné l'œuvre d'Aloïse. Aloïse, qui était, voilà, elle était psychologue et elle s'est beaucoup occupée de cette œuvre. Elle a fait travailler Aloïse. Et Jean Dubuffet était passionné par cette œuvre. Et Jean Dubuffet connaissait bien Madame Jacqueline Poré-Forel. Et un jour, il a dit à Jean Planck, enfin, elle habite à 200 mètres de chez vous, allez la voir, c'est une femme formidable. Et puis vous pourrez lui acheter éventuellement un Aloïs, si vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup. Alors il est allé sonner 200 mètres plus loin, Manche sur le quai, il a sonné, et il a dit « Bonjour, je suis Jean Planck, peintre raté. » Et ça c'est Suzanne, sans doute, je suppose à Ios chez Weiler. Et ça c'est un dessin qu'il a acheté, il m'a dit qu'il l'a acheté chez une amie courtière à Paris en 1962. Magnifique dessin émouvant. Je l'ai acheté 10 000 francs français. Je vous signale que le dessin parallèle, où il y a un second profil que je trouve moins beau, a été vendu 6 millions chez Kornfeld il y a 2 ans. La collection de Jean Planck, c'est absolument fou, parce qu'il a acheté tout ce qu'il a acheté. Il l'a acheté au ras des... il a acheté un tableau plus d'1 million. C'est à la mort de Suzanne. Il avait laissé un peu d'argent pour le cas où s'il la précéderait dans la mort, pour qu'elle puisse continuer. Et cet argent, il l'a consacré à l'achat d'un tableau chez Léris. Il l'a payé plus d'1 million. C'est le seul tableau qu'il a payé plus d'1 million. Voilà. Cela dit, il détestait qu'on parle d'argent. Je l'ai vu mettre à la porte des gens qui disaient « Ah, vous avez une collection, qu'est-ce que ça doit valoir ?» Et moi, je l'ai rencontré par ma femme, mais il m'a dit « Ce que j'ai aimé, c'est ton regard sur le dessin. » Je n'ai pas parlé de peinture, on a regardé les Cézanne, on a regardé justement ce dessin, et au fond, il avait besoin de parler aux gens de sa collection. Il m'a dit un jour, de toute façon, ils la foutront à la cave.
si tu la déposes dans un musée, tu la donnes dans un musée, ils la foutront à la cave parce qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Je ne sais pas si c'était de l'ironie, mais c'est en tout cas ce qu'il dit, c'est ce qu'il disait. Voilà. Je ne sais pas si on va voulait passer encore. une question avec le public. Qu'est devenue la collection? Alors là l'histoire est absolument cousue avec Bailler. Car Jean Planck, en 1989 ou 90, je n'arrive pas à me souvenir exactement si c'est 89 ou 90, à la FIAC de Paris, ont été projetés 2 films sur 8 mètres de large, 4 mètres de haut, sur 2 grands marchands internationaux, Léo Castelli et Ernst Bailler. Et Bailler est interviewé, c'est Claude Berry qui avait fait ce film, il est interviewé pendant 40 minutes, et pendant les 40 minutes, il ne cite pas le nom de Jean Planck. Les marchands de Paris se sont insurgés, ont sauté sur Jean Planck pour lui dire « T'as vu ce salaud ?» Pardon, j'ai le droit ? Oui. Et tu as vu ce salaud ? Il parle pas de toi, enfin c'est toi qui as fait la galerie. Ce qui est vrai jusqu'en 72, parce qu'il a arrêté de travailler en 72, au moment où d'ailleurs Bailler crée la foire de Bâle avec quelques amis. Planck n'aime pas la dérive un peu financière qui s'établit à ce moment-là. Il le quitte. Mais de 54 à 72, c'est lui qui a apporté la base du succès international de Jean Planck. Et donc, Jean Planck est arrivé à la maison, chez nous, à Paris, et en pleurant, salaud. Ça a été, et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais il m'a... Et il a commencé à me raconter ce que je vous ai partiellement raconté toute sa vie, lui qui se couchait à 9h30 tous les soirs. Je l'ai ramené à 3h du matin à la rue Raymond-Restaurant, où il avait un 40 mètres carrés, où il y avait 2 salles, Picasso et clavier. Et là, il m'a parlé pendant... en tout cas, je ne lui donnerai pas, je voulais donner à la Fondation Bailler toute ma collection, je ne lui donnerai pas parce qu'il la cachera, puis il me cachera. Voilà. Je lui ai dit, mais fais une fondation, Jean. Il était là, à m'écouter, il pleurait, je lui ai dit, mais fais... Moi, je ne sais pas ce que c'est, je veux tout foutre à la poubelle, je vais tout donner. Et je lui ai dit, je ne sais pas ce que c'est qu'une fondation, je lui ai expliqué ce que c'était qu'une fondation, qu'il fallait que ses amis l'entourent pour que cette collection soit conservée sous sa forme telle qu'elle reflète sa vie, son existence, son amour pour la peinture, et que, voilà, on a créé en 5-6 ans, c'était pas simple parce qu'il était hésitant, mais on a créé cette fondation Jean et Suzanne Planck, dont la caractéristique, Laurence Tourner vous l'a dit, c'est de conserver réunie et de la faire connaître le nom de Jean Planck et cette aventure, surtout ce destin extraordinaire de cet homme. C'est ce dont il était fier, mais les œuvres sont inaliénables, cela veut dire qu'on ne peut ni les vendre, ni les donner, on ne peut que les gérer. Et c'est ce que nous avons fait depuis la mort de Jean Planck, de les gérer par des expositions, par des dépôts dans des musées. Donc, pourquoi la collection Jean Planck se trouve à Aix-en-Provence? Ah, ça c'est une question intéressante. Je pensais qu'on allait me poser cette question. J'y arrivais, hein. Eh bien, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, en 1997, la fondation a été créée et avec comme président Jean Planck. Et en 1998, le pauvre meurt dans l'accident de voiture et nous devenons les héritiers et les gestionnaires de cette collection. Il y a eu une exposition en 1999 au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne qui s'appelait un musée en devenir ou un musée pour demain, je crois. Nous avons prêté du Buffet, des Messières, des Picasso, dans l'espoir que le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne soit construit sur les bords du Léman à Bellerive, je crois que c'est près de la. Et puis, ce musée n'était pas construit. Donc il fallait faire vivre cette collection, permettre aux assurances, au transport, et nous avons décidé de faire des tournées
de montrer cette collection dans les musées des villes où Jean Planck avait eu une action importante. Lausanne, ça a été la première ville. Puisque il est né, enfin il vivait à la Sarraz et a eu quand même Lausanne a compté pour lui. Ensuite, nous avons poursuivi avec Winterthur. On aurait souhaité Bâle, mais c'est Winterthur. Il y a un excellent conservateur, Dieter Schwartz, à l'époque. Et ensuite, on est allé à Marseille, où il y avait quelques tableaux qu'il aimait beaucoup. Et, cerise sur le gâteau, on est allé au musée Picasso de Barcelone. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça pouvait, ce que ça a pu, elle n'était plus là pour en jouir, mais ce que ça représentait pour lui d'être dans un musée Picasso. Bon, ensuite il y a eu Bruxelles, Paris, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et puis est arrivé 2009 où on devait rejoindre le musée cantonal des Beaux-Arts à Bellerive, et à ce moment-là, comme vous le savez, il y a eu l'accident, l'initiative populaire qui fait que le musée n'a pas été créé. Nous sommes retrouvés avec l'obligation, alors qu'on pensait éventuellement rejoindre ce musée pour y déposer tout ça, on se retrouvait devant l'obligation de continuer à collectionner, à conserver cette collection. Et nous avons décidé de la déposer plutôt que de la faire tourner. C'est quand même les tableaux, c'est pas fait pour voyager dans des caisses. Et donc nous avons cherché un endroit qui serait profitable à la collection, qui serait surtout en relation avec la vie de Jean Planck. Alors, 2009, je suis invité par le musée Granet à prêter 2 tableaux de Picasso pour l'exposition Picasso-Cézanne, les 2 idoles de Jean Planck, qui sont réunis dans une exposition. J'arrive avec ces 2 tableaux, on inaugure l'exposition, et à ce moment-là, la fille de Jacqueline Picasso et la belle-fille de Picasso décident d'ouvrir le château de Vauvenargues, que Picasso avait acheté en 1959 et où il avait vécu quelques années. Il y a un très très beau travail qui est fait par le musée permettant de le visiter, de revoir les lieux. Et la fille de Jacqueline Picasso, qui s'appelle Catherine Hutin, me dit « Mais Florian, il était tellement génial, Jean, il m'apportait des confitures, des bonbons, il était tellement gentil, pourquoi tu ne mettrais pas ta collection ici ?» Mais là aussi, l'émotion que j'ai ressentie ce jour-là en me disant « On arrive avec Picasso, avec la collection chez Picasso, cette collection de cet homme si modeste, qui doutait de tout, on lui offre ce cadeau extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu la tombe de Picasso à Vauvenargues, c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues, c'est absolument émouvant. Donc, je respire, on réfléchit 4, 5, 6 jours, et on s'aperçoit que c'est absolument impossible d'être une collection dans un château qui n'est pas aux normes, il faut faire des rampes, des milliers de choses, et puis on s'aperçoit que Vauvenargues est un cul-de-sac, ça serait devenu. Mais, en revanche, l'idée de cette proximité de Picasso, Cézanne et Planck, qui avait vécu à Puy-Loubier pendant 4 ans, me donne l'idée d'aller voir dans les archives du musée Granet. Au musée Granet, je retrouve des lettres de Jean Planck, je ne sais pas si j'ai laissé ici, mais elles sont stupéfiantes. Il dit « Il n'y a qu'un seul endroit où je voudrais vivre, c'est le pays de Cézanne. » Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, on a démarché avec le musée, avec la communauté du Pays d'Aix, et nous avons pu déposer cette collection dans les meilleures conditions qui soient. Et je pense que Jean Planck est aujourd'hui, mais il est aux anges d'être dans la lumière de Cézanne. Et en plus, alors, la communauté d'Aix nous a offert cette chapelle où la collection de Jean Planck peut être montrée seule. Au départ, il y avait l'idée de faire un musée d'art du XXe siècle avec d'autres collections. Il y aurait eu Giacometti, Talcoat, mais les collectionneurs n'ont pas voulu. Nous nous sommes retrouvés à exposer l'appartement de Jean Planck, son regard. C'est la qualité de son regard qui va du Buffet à Clé, de Clé à Bissière, de Bissière à Berger. Et ça, c'est un cadeau absolument extraordinaire qui nous a été fait et que je suis vraiment heureux d'avoir pu faire à Jean Planck. Donc, une
petite ardoise avec votre nom gravé. Je vous remercie beaucoup. Mais je Merci vous en de votre prie. attention. J'espère ne Merci. pas vous avoir ennuyé.